Au début, je vais aller tout droit. Je fais un petit crochet. Au bout de ma piste, je pose ma gamelle. J'arrête de traîner mon faisan, je le soulève. Et puis je m'en vais chercher le chiot en faisant un petit crochet pour ne pas traverser la piste que je viens de poser. Hop, hop, hop. La chasse a cette vertu d'unir l'instant d'une traque, l'homme et l'animal. Il faut questionner le chasseur et comprendre le comportement du chien. Il faut aller au-delà du simple précis de dressage pour appréhender cette relation étroite et trouver les ingrédients qui font la solidité du lien entre les deux espèces. Qui du maître ou du chien choisit l'autre? Voilà, c'est bien. Qui éduque l'autre? Et puis évidemment, il a trouvé sa gamelle. On le félicite. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au début, il ne va pas chercher un gibier précis. Il ne connaît pas encore trop à cet âge-là. Mais ce qu'il connaît, c'est sûr qu'il sait qu'il a faim. Il va trouver quelque chose au bout. Et plus c'est fait jeune, mieux que c'est fixé dans sa tête. Bon, t'as fini de faire le zouave. Ça fait 40 ans que j'ai des épagnols. Il y en a toujours eu dans la famille. C'est des chiens avec lesquels j'ai beaucoup d'affinité. Je pense que c'est des chiens qui correspondent bien à ma façon de chasser. Allez, doucement, derrière. Doucement. On va chasser avec deux de mes épagnols. C'est le père et le fils. J'ai toujours dressé mes jeunes chiens avec des vieux chiens. D'abord parce qu'on gagne beaucoup de temps, et ensuite parce que ça permet de les passionner, à mon avis, beaucoup plus vite. Et surtout de comprendre beaucoup plus vite ce qu'on va leur demander. C'est vrai que je demande en termes de dressage, un dressage élémentaire au début. C'est des chiens qui sont rarement en laisse, donc c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, au pied, ils obéissent. C'est des chiens qui prennent beaucoup de plaisir. On voit leur regard en fin de compte, parce que combien de fois ça m'arrive, moi, à Bécasse, cette année, on fait quand même une belle saison, d'avoir des chiens qui arrêtent et puis qui attendent que j'arrive. J'ai un souvenir d'Alray il y a quelques années à la Bécasse où, arrêtant un oiseau, un peu dans des fougères, dans un biotope un peu comparable à aujourd'hui, je mettais du temps avant d'arriver, parce que c'est vrai je le voyais pas parce qu'il n'avait pas de cloche du tout. Et il a fait le tour et il a bloqué l'oiseau entre lui et moi. Donc moi, je pense que c'est quand même un très bon souvenir. Mais vous voyez, là, il est très impatient et j'ai un breton chanteur. Donc là, c'est un peu long pour lui. Il va falloir qu'on le lâche. Arrête. Allez. Il est content, hein. Allez. Alors, on va avoir forcément le jeune qui va prendre beaucoup plus de terrain que le vieux. Mais bon, c'est pas parce qu'il va aller plus loin qu'il va... Allez, hop. Dans la mesure du possible, j'essaye d'avoir un jeune chien tous les 4-5 ans. Moi, je considère qu'il faut 3-4 ans pour vraiment avoir un chien bien mis, enfin comme je considère comme être bien mis. Donc 4 ans. Après, malheureusement, les chiens vieillissent. Bon, Alray a 9 ans, il a chassé parfaitement jusqu'à l'année dernière. Et là, depuis 6 mois, l'arthrose commence, donc il est toujours aussi passionné. Il chasse maintenant avec moi, je le prends 2-3 heures par jour de chasse. Mais il marche toujours aussi bien. J'ai toujours autant de satisfaction. C'est des chiens qui sont très proches de moi. Je les ai presque tout le temps avec moi. C'est des chiens qui ne vivent que pour leur maître, en fin de compte. Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts avec eux et ils me le rendent bien. Mais c'est vrai que c'est des chiens qui sont passionnés déjà, ce qui est la première chose que je demande à un chien. La passion. Et après, c'est des chiens que j'ai mis à ma main et que je pense qu'ils sont relativement dressés, en tout cas qui me satisfont. Ça a plein les pattes le jeu. Allez.
faut qu'il y ait des interactions entre le chiot et le futur maître, ou au moins l'homme. Au départ, c'est souvent l'éleveur, c'est pas forcément le maître. Alors si on a de la chance que les naissances se font chez le maître, là c'est l'idéal parce que c'est immédiatement le maître qui va être en relation avec le chiot. Lorsque c'est l'éleveur, eh bien c'est le travail de l'éleveur justement de familiariser le chiot à son futur environnement et évidemment aux interactions avec l'humain. Tiens, allez. Il ne faut pas rechercher chez le chiot des aptitudes très précises. Il vaut mieux rechercher des chiots qui ont une capacité naturelle à s'adapter rapidement à l'activité que l'on veut faire et au milieu dans lequel il va vivre. C'est-à-dire que le but n'est pas d'avoir un chiot extrêmement performant à 3 mois, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'à l'âge d'1 an, il le soit encore. Alors que détecter un chiot qui sera ouvert au monde extérieur, qui sera proche de son maître, qui sera facilement éducable, c'est vraisemblablement un chien dont le potentiel sera encore supérieur. Le développement comportemental du chiot commence très tôt, vers l'âge de 15 jours, 3 semaines, et se poursuit jusqu'à l'âge de 7-8 mois. Bien entendu, après, on pourra encore leur apprendre des choses, mais le réel développement comportemental se fait dans cette période-là, entre 15 jours et la puberté, en gros. Plus vous aurez votre chiot tôt, plus vous allez pouvoir lui transmettre ce qui vous intéresse. En revanche, si on n'a pas le temps ou la motivation de travailler son chiot, il vaut mieux acheter un chiot un petit peu plus vieux et c'est l'éleveur qui aura fait le travail. Moi, j'ai surtout l'impression que ce sont les chiens qui m'ont beaucoup appris. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on s'en occupe au chenil, mais c'est quand même sur le terrain que les choses se décident et c'est l'expérience qui fait qu'on finit par comprendre comment la meute fonctionne, comment ça marche tout ça. Donc on va faire comme d'habitude, 3 coups la vue si on est sûr que c'est ça. On va les découpler là, on va se mettre au bord du chemin, on va les découpler puis on va commencer à attaquer. Alors on les couple ou on les découple. On mettait les couples aux chiens parce que c'est une tradition intéressante qui permet d'annuler pratiquement toutes les oppositions. Un chien tire dans un sens, l'autre chien va tirer dans l'autre. Donc les chiens vont tout de suite s'assagir tout de suite et on les maintient très bien. Allez, on va les mettre là au roncier. On découpe là, on découpe. C'est toujours une très jolie scène parce que les chiens sont très ardents à ce moment-là et puis on va les mettre un par un en les lâchant comme ça dans le roncier où on espère attaquer. Là maintenant ils vont attaquer très vite parce que c'est très vif en animaux. Donc on va les laisser faire et puis on va essayer de maintenir un animal en fonction. Hop là, ah il va là, ah il va là, ah il va là. Là les gars, là. Je me suis méfié beaucoup parce qu'il y avait des chevreuils dans l'enceinte, donc il y a des chiens qui étaient partis dessus qui sont venus tout de suite. Donc les chiens ont rallié. Là, ça commence à aller mieux. Là, ils maintiennent une voie et ils enfoncent. Voilà. Je vais les accompagner. On ne peut pas obliger un chien de meute à chasser. Personne ne peut obliger un chien à se mettre à 4 pattes par terre et à mettre son nez dans une ornière pour essayer de relever la voie. Ça, c'est l'instinct, c'est l'élevage. Ça, c'est la seule chose, au fond, que je peux maîtriser un peu. Je suis un vigneron, j'ai des cépages et moi, je choisis mon assemblage. Après, c'est les origines, c'est l'instinct du chien, ce sont ses qualités intrinsèques qui font qu'on évitera
dans la mesure du possible, d'avoir une meute hétérogène, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à avoir un chef de meute particulier, on va essayer de faire en sorte que tous les chiens aient des qualités complémentaires, un peu comme dans une équipe de rugby. Il faut que tous les chiens soient complémentaires et l'ensemble, ce qu'on cherche à cultiver, c'est la meute elle-même. Cet ensemble qui fait que tous ces chiens vont coopérer pour prendre un animal sauvage. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à mon sens. Mais ils m'ont beaucoup appris, vous savez, c'est vraiment eux qui m'ont appris énormément de choses. Là, Dario, 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 là. Là. Tous les cris que la meute effectue sur la voix de l'animal, elle chasse en criant. Donc ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est à écouter et à suivre. Parce qu'on ne pourrait pas chasser, on dit chasse à corps et à cri, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on suit les chiens, la musique des chiens, et c'est ça évidemment qui nous stimule beaucoup, bien entendu. Donc là, ils ont apparemment relancé. Et on va essayer de... Je me méfie un peu parce que le lapin, c'est très rusé. Vous voyez, les chiens reviennent parce qu'ils sentent que le poids de chien reste sur cet animal-là. Donc ils pensent que c'est leur animal, donc ils vont plutôt chasser celui-ci. Apparemment, c'est en train de reculer. Là, allez. Alors là, il faut beaucoup les encourager parce que c'est très très dur comme territoire avec ces ronces. Là. Alors, à quoi peut-on avoir le sentiment de servir quand on utilise une meute de chiens ? C'est peut-être justement de les servir, puisque c'est le terme consacré. On va chercher à les aider, on va essayer à ne pas trop faire d'erreurs, à les remettre dans le droit, puisque l'objectif quand même, c'est quelque chose d'assez particulier. Il s'agit de forcer un animal unique, un animal qu'on va essayer de prendre, et pour le prendre, il ne faut pas faire change, il ne faut pas changer d'animal. C'est d'autant plus difficile au lapin que l'animal, évidemment, se ressemble avec ses congénères, que la voix est très légère. Il y a beaucoup de difficultés à cela. Néanmoins, à force de les conduire et de ne pas leur mentir, les chiens ont confiance en vous. Et je m'en aperçois d'autant plus que quelquefois vous avez des vieux chiens qui, quand ils n'ont plus les capacités suffisantes pour chasser correctement en meute, mentent. C'est-à-dire qu'ils ont eu des qualités, mais ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus tenir le haut du panier. Donc ces chiens-là vont commencer à rapailler, vont commencer à chasser sur les arrières, vont chercher à mentir. Ils vont le faire un peu, mais quand on a des chiens un peu intelligents avec de l'instinct, très rapidement, ils ne vont plus lui faire confiance du tout. Ils n'écouteront plus le chien menteur ou rapailleur parce que ça les conduit à rien. Et moi, j'ai été stupéfait de voir à quel point il y a une organisation dans la meute, quelque chose qui nous échappe un peu. C'est-à-dire que les chiens entre eux ont un mode de fonctionnement au chenil entre eux. Et il faut faire très attention à cela parce que ça peut aller loin. Par contre, vis-à-vis du maître, le maître c'est le bon Dieu. On est celui qui catalyse toutes leurs espérances, qui les emmenons à la chasse, qui leur apportons le plaisir. Le plaisir de chasser reste quand même omniprésent chez un chien de bonne origine. Donc c'est ça qui compte le plus. Et chez les chiens, ils font parfaitement la différence. Mais j'ai toujours le sentiment, et ça fait plus de 40 ans que je chasse avec des chiens de lapin, qu'on ne maîtrise pas tout et qu'eux-mêmes ont leur mot à dire dans cette affaire-là. Nous sommes un petit équipage, nous chassons dans des territoires qui sont quelquefois très vastes, où il y a une pullulation de grands animaux, on a énormément de cerfs, on a une quantité de chevreuils absolument invraisemblable. Eh bien, il faut quand même que les chiens aient confiance, les chiens peuvent faire des bêtises, peuvent partir sur un animal. Il est hors de question d'aller corriger un chien qui revient. Soit on est devant et on les arrête et à ce moment-là la correction est possible, mais comme on est à pied, ça n'est pas toujours le cas. Et il faut absolument que les chiens savent qu'en rentrant, leur maître va les accueillir et ne va pas leur flanquer une torgnole comme j'ai pu le voir. Ça, c'est absolument rédhibitoire. C'est difficile, quelquefois on peut être très énervé de voir les chiens faire une bêtise alors qu'on était bien censé bien chasser. Ça peut arriver, là, c'est le drôle de la chasse. Mais dans tous les cas de figure, le chien, avec son maître, avec le maître d'équipage, doit avoir une confiance absolue. Donc, pour moi, c'est primordial, que ce soit au chenil ou ailleurs. Le fouet, c'est un instrument qu'il faut faire claquer et qu'il ne faut pas utiliser pour frapper. Ça, c'est clair et net. Quand les chiens commencent à se disperser sur les voies, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de l'animal chassé. Ils n'en ont pas maintenu un suffisamment longtemps pour qu'on puisse vraiment se canaliser dessus. Donc dans ce cas-là, il faut arrêter. Mais on ne fait des chiens de change que dans le change. Il faut qu'il y ait du change. C'est pas quand il y a un animal sur 100 hectares qu'on s'en sort, non.
Il faut qu'il y ait du change. Et moi, je ne le crains pas plus que ça, parce que quand ils l'en mangent bien, ils le prendront quand même. Donc, aucun problème. En voiture! En voiture, valet! En voiture! En voiture, petit valet! En voiture! Allez, tiens, viens, on va aller. Hop là, c'est bien. Le chien comprend tout de son maître. Et quand on entend souvent les gens dire oh, mon chien comprend tout ce que je lui dis, eh bien, je pense que les gens n'ont pas forcément tort. Le chien comprend énormément de choses. Il ne va pas forcément comprendre la phrase que l'on lui dit, mais il va comprendre le contexte dans lequel cette phrase sera dite. Il va repérer quelques mots qu'il connaît, et puis il va comprendre la posture de son maître, il va comprendre l'intention de son maître. Si le maître est en position très verticale, très rigide, une intonation forte, quel que soit finalement le vocabulaire utilisé, qu'on lui dise « assis » ou qu'on lui dise « maintenant j'aimerais bien que tu t'assoies », finalement il va comprendre que le maître est énervé, qu'il va falloir réagir vite. Après, est-ce qu'il va vraiment s'asseoir? S'il a compris le terme « assis », oui, il va s'asseoir. C'est-à-dire qu'il comprend non seulement la parole de son maître, mais il va aussi interpréter tout l'environnement qu'il y a autour. C'est vraiment du paraverbal. Eh bien, les attitudes, les mouvements sont évidemment ressentis par le chien et ça participe à l'analyse de la situation. On comprend que le chien a compris quand finalement on n'a plus besoin de lui donner d'ordre, il va pratiquement anticiper le comportement qu'on attend de lui. On y va? Allez, on y va. Hop. La première qualité d'un chien, c'est d'être passionné. Après, c'est un chien qui soit équilibré, c'est-à-dire équilibré dans sa tête, équilibré au niveau de ses mouvements. Et puis c'est un chien qui est apte à avoir une obéissance et un dressage relativement poussé, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les chiens. Ça se dresse par paliers. Il y a des moments où il ne faut pas vouloir faire trop vite les choses. Il ne faut pas vouloir un chien parfaitement mis à 1 an ou 2. Moi, je fais les choses régulièrement, mais par étapes, parce que ça ne sert à rien de vouloir brusquer les choses. La première chose, c'est passionner le chien. C'est toujours plus facile de freiner un chien que de le passionner. S'il n'est pas passionné, on n'y arrivera pas. Et même le vieux, vous voyez, il est encore, Alré est encore, il est passionné. Les qualités du maître avec un chien de chasse, avec un chien d'arrêt, faut avoir beaucoup de patience. Avoir la patience souvent de tirer très très peu. Par rapport au nombre d'arrêts j'ai de mes chiens, je tire très très peu parce que si on veut arriver à avoir des chiens sages à l'envol, sages au feu, après tout dépend ce qu'on veut. Moi ma passion c'est de faire arrêter mes chiens, c'est pas de tirer, je veux dire. D'ailleurs maintenant je compte même plus en bécasse prélevée, mais je raisonne depuis 2 ou 3 ans en nombre de levées parce que ma passion, c'est de voir arrêter mes chiens. Après, la tirer, je la tire de temps en temps, mais il faut vraiment que ça soit une bécasse bien verrouillée, un beau point et un bel oiseau. Beaucoup de chasseurs sont attachés à leurs chiens, mais c'est vrai que les bécassiers ont un rapport avec leur chien qui est... Un bécassier serait rien sans son chien. Le maître mot, c'est de toute façon la patience, oui, clairement. En aucun cas, il ne faut s'énerver. Ça ne marchera pas mieux. Dans le pire des cas, on fera peur au chien et on va plutôt le bloquer, voire finalement obtenir le résultat inverse de ce que l'on veut. La patience, oui, parce que l'apprentissage de la chasse ne se fait pas en quelques minutes et ce sont des heures et des heures de complicité entre le maître et son chien, des heures et des heures d'apprentissage mutuel, de communication mutuelle qui permettront d'avoir le bon chien de chasse. Pour éduquer une meute, on dit qu'on met les chiens sous le fouet, on habitue les chiens à avoir de la retenue au moment de la nourriture. La base du dressage, ça reste quand même la nourriture.
On habitue les chiens au chenil à ne prendre leur nourriture que lorsque le fouet est baissé. Donc ça, c'est relativement facile parce que le chien vous observe beaucoup. Donc il a envie de manger vite. Donc pour manger vite, il va se plier à un petit peu votre caprice. C'est pas ostentatoire de faire cela, mais simplement ça permet d'expliquer à la meute que celui qui va commander au bout du compte, c'est quand même vous. C'est vous qui décidez. Venez mes petits valets, venez là, venez. Faire part, viens. Ah, venez. Baron. La vie du chenil s'organise d'une façon relativement simple, c'est-à-dire que les chiens sont au chenil, ils sont sortis le plus souvent possible, on cherche à les détendre le plus possible. Comme le chenil est à proximité de la maison, et je ne pourrais pas envisager de chasser à court si j'avais mon chenil à 10 km de chez moi, ou même à 2, je pense qu'il faut vivre avec ces chiens. Ils sont toujours sur des bancs, des banquettes de bois à sec, ils ont des lampes chauffantes l'hiver. Je n'aime pas la paille parce que je trouve que la paille, les chiens l'humidifient énormément et ça reste toujours un lieu très très malsain et peu propre. Donc ils sont toujours sur des banquettes, des bancs de bois avec lampes chauffantes. La nourriture, eh bien, l'équipage mange actuellement c'est 150 kg de croquettes par mois. J'ai la chance d'avoir 2 membres dans mon équipage qui sont des traiteurs, ce qui fait que j'ai des chiens qui aussi font de ripailles, de chapons, carcasses et autres épluchures de filets de bœuf. Alors ça, c'est très agréable pour eux. Alors je fais quand même un petit peu attention parce que de temps en temps, ils sont un petit peu hauts d'état, comme on dit. Ils ont tendance un petit peu à être ronds. Donc il faut y veiller. Et puis l'élevage, on fait normalement dans un équipage de lapins, on fait une portée tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de nos besoins. On cherche il faut absolument équilibrer la meute. La meute doit être équilibrée en âge et donc il faut avoir véritablement un panel complet entre des jeunes chiens qui vont faire leur première saison jusqu'à des chiens qui sont des chiens extrêmement confirmés. Ça, c'est très important. On ne saute pas, finalement. Non. Leur consacrer du temps, beaucoup de temps, les embrasser, les caresser. Moi, je suis très collant avec mes chiens. J'ai toujours été comme ça. Mes chiens sont mes amis, ils vivent avec moi, on leur consacre tout ce qu'on peut. Il faut qu'ils aient confiance, ils savent que quoi que ce soit, je serai là pour les aider. J'ai ce sentiment-là. Il y a un peu d'anthropomorphisme dans tout ça, un peu beaucoup. C'est-à-dire j'ai l'impression de devenir, de les considérer comme mes enfants. Je suis leur père quelque part, ce sont mes enfants, je les connais tous, je connais leurs qualités, je connais leurs défauts, mais eux, ils me révèlent très bien mes propres défauts. C'est ce que je trouve très, très intéressant dans cette relation-là à la chasse, c'est que quelquefois on dit tiens, aujourd'hui t'as pas été très très bon là, sur ce coup-là, t'aurais dû voir ce que ce chien-là te disait, t'aurais dû le savoir. T'es passé à côté parce que t'as pas fait attention. Et quelquefois on fait pas attention. C'est la grande hantise de la chasse à court, c'est que c'est tout d'observation la chasse à court. Donc quelquefois il y a quelque chose, ça va être très fugace. Il faut pas grand chose pour qu'un chien vous exprime ce qu'il a voulu exprimer. Tiens, alors Havane, la timide, elle est restée dans le chenil, cette andouillette. Je pense que la hiérarchie entre le maître et le chien doit être claire. C'est-à-dire que le chien a une position de chien et le maître n'a finalement pas vraiment à être au-dessus. Il est simplement l'humain et le chien reste le chien, c'est-à-dire que c'est l'ordre des choses. Le maître va décider l'utilité et l'utilisation du chien et le chien l'exécute. C'est l'ordre des choses et c'est comme ça que dans les actions de chasse, le chien va travailler. Le chien est au service du chasseur et non l'inverse. Les lignes. Finlay devant. Remonte le trottoir. Un bon chien guide d'aveugle, il doit tout d'abord bien socialisé, pour pouvoir être à l'aise partout, surtout en ville. Ça va être un chien qui doit être assez fort dans sa tête pour pouvoir rentrer dans un métro qui est bondé de monde, se faire bousculer, parfois marcher un peu dessus, mais rester concentré pour continuer de travailler. Remontée du trottoir, Finlay. Tous nos chiens sont des lignées de travail, donc c'est des chiens de chasse, que ce soit des golden, des labradors. Ce sont des chiens qui auront des bonnes capacités d'apprentissage, des bonnes capacités de restitution. Et
Et c'est des chiens qui doivent être quand même assez proches de l'homme, hein, comme lui, qui doit aimer le contact avec l'homme et tout notre apprentissage va passer par là. Ici, donc, les chiens arrivent à peu près à l'âge d'1 an et ça dure 6 mois. Donc ils sont avec un éducateur et on monte devant. On travaille en ce qu'on appelle un travail en systématique, c'est-à-dire par atelier. Donc on va lui apprendre à éviter chaque obstacle différemment, mais bien séparément. Un peu comme quand on fait de la musique, on va apprendre les gammes et ensuite on va lui apprendre à faire toute la musique. Donc on va ensuite assembler tous ces obstacles et les emporter dans la vie quotidienne, dans la rue, dans la vraie vie. Donc là on a un obstacle en hauteur. Le chien va passer à côté, c'est pas naturel pour un chien de passer à côté d'un obstacle en hauteur. Ça c'est un obstacle où le chien peut passer naturellement, un chien va passer dessous sans se poser de questions. Donc on va leur apprendre que ça c'est un obstacle et que quand il est au travail avec son harnais, il ne doit pas passer dessous. C'est pas possible. La difficulté de cet apprentissage, c'est vraiment d'apprendre au chien à lever la tête, ce qui n'est pas naturel pour un chien, de regarder ce qui se passe au-dessus de lui. Vu que c'est pas dans son environnement direct. Ce qui est le plus difficile, le point le plus difficile, c'est d'être vraiment cette limite, ce point du bout d'obstacle qui est très difficile pour marquer le chien, parce que ça, il va le voir son ensemble, mais à quel moment est-ce qu'il doit s'arrêter? Donc c'est pour ça qu'on les aide un peu en leur mettant un indice ici pour lui montrer, attention ici, c'est la fin de l'obstacle. Chez le chien guide, on travaille très peu, au contraire, on essaye que l'odorat entre moins en considération dans tout l'apprentissage. Ça va plutôt être un inconvénient, parce qu'on veut que le chien soit concentré dans son travail. Donc s'il est en train de renifler, s'il n'est pas concentré sur ce qui se passe autour, ça va être dangereux pour son maître. Pour éduquer les chiens, on va essayer de toujours avoir une approche positive, parce que ce sont des chiens qui doivent avoir envie de travailler, qui doivent avoir de l'initiative. Donc si on les brime trop, ils ne pourront pas avoir cette initiative qui est importante et qui est nécessaire, parce qu'ils vont devoir emmener la personne. Même s'il y a des difficultés, s'il y a des obstacles, ils doivent emmener cette personne, et même si la personne va douter, va pas comprendre la situation, va leur dire non, moi je pense que c'est par là, le chien doit être capable de dire non, moi je sais où c'est par là. Allez, cherche le siège. Idaho ? Allez, cherche le siège, moi. Donc ça, c'est un exercice qui va être très pratique pour son futur maître. Ça va retrouver un siège, un banc. Cherche le siège. Ouais, c'est bien, mon gars. Je vais lui apprendre d'abord la position, Idaho, le siège, qui consiste à poser sa tête sur le banc. Donc ça, je vais lui apprendre tout simplement avec une petite croquette en la tirant ici. À chaque fois qu'il va poser sa tête, je vais le récompenser. Et petit à petit, je vais pouvoir partir de plus loin, lui demander de me trouver un siège et il va venir à chaque fois poser sa tête. Ce qui est important et ce qui est plus difficile dans cet exercice, c'est vraiment de généraliser après. Parce que là, il sait que ce banc-là, il est vert, il est fait en bois, là, il va me le retrouver. Mais après, il faut qu'il me trouve un banc en pierre, il faut qu'il me trouve un siège dans le métro, un siège n'importe où. Idaho, siège. Pour avoir une bonne relation avec son chien, il faut prendre le temps pour partager des moments avec lui, soit des moments de jeu, des moments de travail. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée la relation avec son chien. C'est un chien de travail, mais il travaille à la recherche de cette relation. Donne-moi les lignes à gauche, Finlay, s'il te plaît. Les lignes à gauche. Les lignes à gauche. Finlay, je veux les lignes à gauche. Ah là, il est complètement excité. Il veut aller jouer, il veut faire sa détente. Donc c'est un peu dur pour lui. Mais une fois qu'il aura joué, qu'il aura fait sa détente, il va se calmer. Et là, ça va être le super chien au top. Voilà, ici c'est bon. Donc là, c'est très difficile pour lui. Voilà. Bon, par contre, tu t'assois. Voilà. Finlay, une fois. Finlay, deux fois. Finlay, tout de suite. Finlay. Là, par contre, il va être puni. Finlay, une fois. Finlay, tout de suite. Viens. Allez, viens. Stop. Ici, assis. Dites donc, je suis pas contente. Tu t'assois et tu vas attendre. Bah oui, tu vas attendre, moi je te le dis. Assis, pas bouger. Il attend. Voilà, il va m'aider à mettre son petit brassard. Mais c'est moi qui commande. D'accord? Donc tu attends. Donc je le prépare. Je lui mets le petit brassard. Et il a, en fait, pour que je puisse l'entendre, il a une cloche, une petite cloche. Et là, en fait, l'excitation a pris le dessus. Il y avait des copains, il avait vraiment envie d'aller jouer avec eux. Et donc là, ça reste un chien, hein, donc
Il faut que moi aussi je mette du mien, donc qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente. Je lui fais sa détente. Peu importe. Et vous n'avez pas peur de le perdre? Non, il arrive que je me cache derrière un arbre pour justement, parce qu'il est tout le temps en train de me surveiller. Et à ce moment-là, il ne me voit plus. Et là, j'ai même pas besoin de courir après lui. Il revient vers moi, il est en panique. C'est même les gens qui sont en train de me dire « Mais madame, c'est cruel ce que vous faites. » Mais ça lui fait du bien. Finlay, couché et pas bouger. Il est où, Finlay? Allez, cherche! Allez, allez! Cherche! Va chercher! Va chercher un bois, va! En regardant travailler certains couples maître-chien, je pense que l'on pourrait parler de télépathie. Il y a parfois une telle compréhension, une telle complicité entre le maître et son chien qu'effectivement on pourrait parler de télépathie. Le maître anticipe les réactions du chien et le chien anticipe les réactions du maître et le résultat est souvent extraordinaire. Attaque les oiseaux! Vas-y, vas-y, vas-y! Dans l'éducation d'un chien, tous les rituels sont importants. Parce que finalement, c'est le rituel qui va créer la complicité entre le maître et le chien. Le rituel de donner la récompense lorsque le chien rapporte ses premiers gibiers, eh bien, c'est ce qui va conforter le chien dans son idée que c'est bien de rapporter le gibier. Un rituel tout bête comme sécher les pattes de son chien avant de le faire monter dans le kennel, ça fait sourire. C'est idiot, mais le chien va prendre ça comme une attention du maître à son chien et ça va créer un lien. Et tous ces rituels, tous ces moments assez fugaces mais répétés régulièrement, évidemment qui ne font pas peur au chien ou qui ne sont pas inintéressants pour le chien, font plaisir au chien et contribuent à l'établissement de la relation homme-chien. On joue surtout sur leur instinct de chasse qui est inné. On peut les faire jeûner un tout petit peu pour les réveiller un peu, mais à mon avis, l'instinct du loup, qui est l'ancêtre, il est là dans tous les chiens, surtout dans nos chiens de chasse. Si on n'a pas réussi à garder ça dans notre élevage, on a fait une erreur, quoi. Mais je pense que j'ai jamais vu de chiens qui n'ont pas été passionnés. Il va trouver un faisan sur une piste que j'ai tracée avant et il va nous ramener le faisan. Il démontre déjà d'une fois que ça lui fait plaisir d'être en liberté et puis on profite de son envie de bien faire qui nous ramène à la fin le gibier. Donc pareil, ça c'est très important au dressage qu'on a le feeling entre pression et relâché. Donc là, on est vraiment dans une partie de plaisir pour lui. Il faut profiter de ça le plus possible parce que si on met trop de pression, on écrase les chiens. C'est bien. Voilà. C'est bien. Donc on félicite le chien et il donne assis, assis, assis. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc il ne faut pas hésiter de féliciter le chien, de jouer 2 secondes avec lui pour lui montrer qu'on est content qu'il a fait ça, quoi. Et il y a beaucoup de gens que je vois, ils disent bah, c'est bien et puis on emballe et puis on repart à la voiture. Donc c'est pas ça, il faut, oui c'est bien, il faut presque se rouler par terre pour montrer au chien qu'on est content avec lui, quoi. Il faut rester un peu gamin, quoi, dans le dressage. Je pense que les chiens aujourd'hui sont toujours autant chasseurs
peut-être même plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont débordés par le tempérament du chien. J'entends presque plus de gens se plaindre que le chien il est trop entreprenant. Mais ce qui me travaille le plus, c'est la nervosité. On a de plus en plus de chiens comme nous, les humains, qui sont de plus en plus nerveux. Il y a des maladies qu'on n'a pas eues avant, des allergies, des trucs comme ça qui, à mon avis, ça va avec le temps qu'on vit, nous. Le chien vit quand même très proche de nous. L'animal, à mon avis, le plus proche de l'homme, c'est le chien. Donc il copie un peu nos problèmes de tous les jours, quoi. Cool. Cool, cool. Doucement. Et reste. Voilà. Hop, sitzen. So, j'avais une spécialité des épreuves allemandes qui a une difficulté un peu plus accrue, c'est le rapport du renard. Parce que le renard, c'est quelque chose qui est lourd, qui ne sent pas trop bien, et puis qui est quand même assez proche de la jante canine, c'est un canidé. Donc il y a des chiens qui refusent carrément le renard. Là, on a du mal à le faire. On le voit très jeune. Ceux qui, à 5-6 mois, en jouant, prennent un renard ou la queue du renard, ça va être bon. Il y en a qui refusent systématiquement. Donc là, on ne va pas pousser au bout et on laisse comme ça. Il sera quand même... À la chasse, ça n'a aucun intérêt qu'il ramène tous les renards. C'est juste un exercice final de rapport. Allez. Such verloren. Eh bien, voilà. Oh, c'est ça. Ah, j'avais une Ausfahrt. Voilà. Oui. Ja, voilà, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Oh, oh. So, sitz. Aus. C'est bien. Oh. Là, on est vraiment dans le plaisir et la fierté partagée parce qu'il a 4 ans, il a tout compris. Mais il y a eu des moments où ça ne se passait pas tout à fait comme ça, qu'on a dû reprendre la piste avec la longe et pour toujours finir avec un succès. Mais c'est vrai que maintenant, c'est que du plaisir. Là, on va profiter 4-5 années d'un chien bien mis qui a du métier, quoi. Pour finir, un autre exercice qui demande beaucoup de complicité, c'est ce qu'on appelle l'abandon. Donc on va laisser le chien sur une place, on va s'en aller. C'est comme quand on va pircher dans le bois, on voit un animal au loin. On n'a pas besoin du chien parce qu'il va faire du bruit, il va nous gêner peut-être pour tirer cet animal. On va le laisser sur place. Donc on va voir ça, mais ça nécessite beaucoup d'entraînement, des petits paliers. Et que le chien, qu'il soit en confiance, qu'on revient à chaque fois le chercher sur la place. Pour moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais chiens, il n'y a que des bons et des mauvais conducteurs ou propriétaires. C'est toujours les mêmes gens que je croise qui ont des bons chiens et c'est toujours les mêmes qui ont les mauvais. Donc ceux qui ont toujours les mauvais, ils ont loupé quelque chose, à mon avis. Mais pour moi, chaque chien, chaque chiot a assez pour être un compagnon de chasse. Mais il ne faut pas le louper, c'est tout. Oh, bravo,
les habitue très jeunes au sifflet. C'est-à-dire je règle la quête et si je veux les faire tourner, c'est des chiens qui maintenant ils ont un contact naturel. Mais comme aujourd'hui par exemple, comme il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, ils ont tendance à prendre relativement grand. Et si c'est trop grand, je donne un petit coup de sifflet. On en apprend tous les jours, c'est pas mon métier. La chasse au chien d'arrêt, c'est ma passion, c'est pas mon métier. Donc on apprend tous les jours. Et puis on apprend parce que chaque chien est différent. Il y a des chiens qui sont très sensibles, il y a des chiens qui sont très indépendants. Il faut avoir la sagesse d'adapter son dressage en fonction de la personnalité du chien. Puis parfois là, j'ai plus le souci, mais j'ai eu le souci avec un qui aimait bien le poil. Le sifflet c'est indispensable parce que d'abord c'est pénible pour un chasseur de chien d'arrêt et puis surtout c'est hyper dangereux. Il y a des routes, un chien qui est passage, moi j'ai utilisé ce que j'utilise pas beaucoup, mais j'ai été obligé d'arriver là, c'est le collier parce que c'est très rapide et puis ils comprennent très vite. En 2 fois, 3 fois, c'est fini. Salut Jean-Paul. Bonjour Bruno. Ça va? Ouais. Alors, on forme les bébés. Je pousse les monstres et j'arrive. Il y en a déjà une sortie. Bon, je vais te montrer l'appareil que j'ai utilisé avec le chien, avec ton chien. Hop. Voilà. Donc ça, c'est les récepteurs au cou du chien et l'émetteur que tu as, toi, autour du cou aussi, ou à ta ceinture. Voilà. Est-ce qu'il faut serrer avec les électrodes? Est-ce qu'il faut serrer fort autour du cou du chien? En général, les gens ont peur d'étrangler leur chien et ne le serrent pas assez. Ce qui fait que le collier se balade et donc le collier va frotter en continu, va se balader et irriter le cou du chien. Il faut le serrer fort. Et la deuxième raison, c'est que si on ne le serre pas assez fort, les électrodes ne touchent pas à la peau du chien. Il n'y a pas de contact. Donc, que font les gens? Ils disent le collier, c'est pas assez fort, ils le mettent à fond. Et à ce moment-là, ça touche, parce que le chien en courant, bien sûr, ça va, ça vient. Et le chien fait un bond d'1 mètre. Hein, j'exagère, mais disons que fait un bond de 40 cm quand même. Allez. Tu peux y aller maintenant. Là, j'ai mis en route le chien, j'ai lâché. Son collier est réglé sur le mode, je l'ai mis en route, donc sur le mode suivant, c'est-à-dire pas de bruit en période de course, quand le chien court, et uniquement, il se met éventuellement en route à l'arrêt s'il arrête plus de 8 ou 10 secondes. Hein. D'accord. Voilà. Mais moi, je peux savoir où il est tout le temps. C'est ce que je vais faire. Moi, je suis inquiet, je vois pas le chien, qu'est-ce que je fais? Je le vois pas, donc je vais voir où il est. Tu vois, bon, on situe à peu près, tu as une distance normale. Voilà. Dresseur, c'est un mauvais mot. Bon, c'est celui qu'on emploie parce que ça a toujours été, mais il est dépassé maintenant. Parce que c'est un dressage sous-entend coercition, si vous voulez. Et si vous lisez effectivement les bouquins de dressage il y a une 50aine d'années ou autres, c'était à base de coercition. C'était votre chien, vous le matez en fait, gentiment ou fermement, mais en fait il devait être non pas un compagnon, mais un serviteur. Or, un bon chien d'arrêt n'est jamais un serviteur, jamais. Si on l'a réduit au rôle de serviteur, il a perdu la moitié de ses qualités ou sous toutes ses qualités. Donc c'est un animal indépendant, chacun à son niveau de quête, etc., qui est là pour trouver du gibier, l'arrêter, et son maître est là pour le servir ou pour le faire voler. Il respecte le chef de meute. C'est tout. Il fait son boulot d'animal de meute. Si on commence à exiger de lui, avant même qu'il ait développé ces qualités-là, exiger un respect de « il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça », il fera beaucoup moins de tout. Hein, ça, c'est certain. Les gens utilisaient le collier sans savoir le seuil à partir duquel leur chien ressent l'impulsion électrique. Chaque chien étant différent d'un autre, selon l'épaisseur de sa peau. Donc si tu veux, tu dois d'abord commencer par ton chien, quand il est décontracté, il se balade dans ton jardin ou autre, régler le collier en augmentant tout doucement jusqu'à ce qu'il se gratte ou qu'il remue un peu. Enfin, on voit qu'il a une réaction au collier. Souvent, il dresse une oreille. Ça suffit. C'est l'impulsion de base qu'il ressent, qui peut être le simple ou double d'un chien à l'autre de la même race. Hein.
D'accord, c'est selon la Voilà. sensibilité. Alors selon sa sensibilité, tu vas dire, bon, bah, le 20 par exemple, régler ce collier-là à 20, il le sent, ça ne l'arrêtera pas s'il a envie de faire quelque chose d'intéressant, bah, tu passeras à 30. Tandis que là, les gens, ils vont démarrer tout de suite à un truc au pif, qui peut être 50. Par exemple, sur ce collier, bah, le chien, c'est facile, si je veux le faire crier, je vais le faire, mais je ne vais pas le faire, bien sûr. Donc Mais ça, si ça je peut, peux le faire. ça peut être dangereux. Bah, si le chien, le chien. Est face à du gibier, c'est très dangereux. En valeur absolue, c'est pas dangereux, sinon qu'il peut avoir même peur du terrain. D'accord. Donc là, on va le faire revenir. Vas-y, tu le bipes. Il est bien là. Je vais le siffler, on va voir. Et tu vas rebiper pour voir où il est maintenant. Là, il est reparti sur la gauche. Là. Là, il a l'air de s'éloigner, donc on va utiliser le collier. Vas-y. Je siffle et tu lui envoies un coup. Regarde où il est. Voilà, il arrive. Il arrive, voilà. Le bloc qui revient. Tu vois? Il nous voit, il repart. Rappelle-le un coup, on va l'embêter. Là. C'est bien, bonhomme. C'est bien. Allez, tu peux y aller. J'ai vu, quand il est revenu, quand j'ai appuyé, sa tête, juste, il a fait... Hop, il a eu un tout petit mouvement de Oui, tête. c'est ça. Pas plus que ça, et ça ne le dérange pas. Tu as vu à quelle vitesse il repart. Alors que la moitié des chiens qui ont crié un coup, ils repartent tout doucement. Oui. Hein, ils se méfient. Donc là, Bruno, on arrive en terrain plus dégagé. Hein, c'est du marais. Oui. Il y a beaucoup d'eau actuellement parce que ça a été inondé tout l'hiver. Oui. Et donc, on va voir ce qu'il fait là-dedans. Là, je ne l'ai pas mis, si tu veux. Oui. Ça ne sert à rien puisque tu ne chasses pas la bécassine. Pour moi, le collier, d'ailleurs, les Américains appelaient ça beaucoup une laisse à distance. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et à partir de là, le chien sait très bien que le collier, c'est avec ce collier qui a un rapport avec la nature qu'il va sortir chasser ou se balader. Donc il adore le collier déjà, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, si vous l'utilisez normalement, bah, le chien peut l'utiliser 25 fois dans la journée si c'était nécessaire, sans gêner en aucun cas le chien. C'est un progrès considérable dans l'amélioration des relations également entre le chien et son maître, parce que le collier bien utilisé permet plus de liberté, il peut s'exprimer mieux avec son collier que sans collier. Parce que quand il y a une route à 100 mètres, moi autrefois je rappelais mon chien. Hein. D'abord il n'allait pas jusqu'à 100 mètres, à 300 mètres je rappelais le chien. Il suffit qu'il y ait un lièvre, il n'a jamais couru les lièvres, c'est ce jour-là qu'il courra. Hein. Tu le freines au collier là pour voir. Oh, ça va, il revient. C'est bon, tu vois le petit coup, ça va. Viens, c'est bien. Eh, rappelle-le au collier là. Parce que là il est... Bien, c'est bien. Allez, encore. Collier. Bien. C'est bien. Bien. Je pense que pour améliorer la relation des gens qui l'ont mal ou qui l'ont peu ou qui n'ont pas eu le temps de la cultiver, il faut leur montrer, il n'y a que ça. Et quand les gens reprennent leur chien et que ça va bien avec moi, ils me regardent faire, ils m'écoutent. Je dis que le plus important pour moi, c'est pas d'éduquer le chien, mais dans ces cas-là, d'éduquer le maître. Et c'est pas toujours facile. Si vous parlez, on vous écoute. Mais une fois retrouvées les habitudes, c'est autre chose. Donc il faut leur montrer quelque chose. Et ce qui joue beaucoup, c'est l'avis de gens qui, eux, s'y connaissent sur le terrain. Qui, par exemple, disent à la personne, bah, donc ton chien a changé. Il n'a pas changé parce qu'il a changé avec moi. Donc si la personne, elle, ne changeait pas, il reprendrait la même habitude. Il mettrait de côté avec cette personne-là ce que je lui ai appris, il le ferait qu'avec les gens qui lui demandent et qui paraissent compétents pour lui. Donc c'est que la personne a écouté un peu et a changé. Même si ce n'est pas parfait, c'est déjà un début de connaissance très intéressant. Bien. Alors d'abord, ça ne dispense jamais d'apprendre au chien ce qu'on veut obtenir de lui, bien entendu. Et surtout, l'utiliser que le jour où vous êtes sûr qu'il a compris ce que vous lui demandez. Et donner un exemple, au début de l'utilisation, disons, par le grand public des colliers, il y avait tout d'ailleurs des colliers qui étaient brutaux, il y avait des mauvais matériels, enfin... Et moi, à ce moment-là, à l'époque, il y avait beaucoup de gibier en plaine, les gens chassaient beaucoup en plaine ici, et on me ramenait régulièrement des gens dire, ben, on a trouvé ici, dans le patelin à côté, un setter avec un collier autour du cou, ben, on vous le ramène, c'est ce que c'est pas de chez vous ben, je disais non, c'est pas de chez moi. Bon, le setter était en général tatoué, on retrouvait le propriétaire rapidement, c'est toujours la même chose. Ah ben mon chien, l'année dernière, j'ai commencé à chasser avec lui, en plaine, il court les lièvres, il obéit pas. Alors là, j'ai acheté un collier. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, le chien, il a fait ce qu'il faisait d'habitude, il a désobéi, il a pris un grand coup de collier au milieu de la plaine. Donc qu'est-ce qu'il a compris? La seule chose que le chien, on est sûr qu'il peut comprendre ça, c'est que l'endroit où il se trouve est dangereux. Donc comme il a fait un bond sur place et qu'il n'a pas bougé, le maître redonne un deuxième coup de collier. Donc là, le chien, on est sûr que c'est terriblement dangereux. Il a 1000 solutions pour s'enfuir, dont une devant, pas vers le maître. Pourquoi reviendrait-il au maître puisqu'il ne connaît pas le rappel ou mal?
Et pas en plaine, parce qu'en plaine, il prend une raclée quand il revient. Donc, il s'en va droit devant. On lui redonne un coup de collier pour qu'il revienne, et là, il fait 3 km. Et je récupérais des chiens comme ça, avec le collier autour du cou, et c'était toujours, à peu de choses près, la même histoire. Et les gens disaient, terminé, le collier électrique, ça vaut rien. Voilà. Bon, le leur peut-être d'ailleurs, mais surtout la façon de faire. Et quand je leur disais, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, je vous explique, ils m'écoutaient absolument pas. C'était pas des gens faits pour avoir un collier électrique. Voilà, c'est tout. Ni pour avoir un chien, manifestement. D'arrêt, tout au moins. Voilà. Ouais, donc voilà, tu as vu l'individu, ce qu'il connaît, et tout ça, c'est exactement lui. Donc quand même, si tu le sors au bois, là, encore un petit peu, il y a quelques bécasses là, en forêt de Boulogne, là, donc tu peux essayer. On peut vraisemblablement dire tel chien, tel maître, dans les bons côtés, mais peut-être aussi les mauvais. Si le maître est capable d'être calme, patient, effectivement la relation pourra s'établir de manière harmonieuse, mais l'inverse sera vrai aussi. Un maître peu patient, éventuellement violent, créera une relation absolument pas harmonieuse, basée sur la peur, sur l'anxiété, et la relation maître-chien ne sera vraiment pas performante. Pour qu'une relation saine s'établisse entre le maître et le chien, il faut un respect, il faut de la patience, il faut du calme, il faut de l'attention, et c'est cet ensemble qui permettra de créer une bonne relation entre le maître et son chien. Je vois le chien de chasse comme le compagnon idéal au milieu de la nature, c'est-à-dire lorsque l'on est seul dans la forêt avec son chien, c'est là où la relation maître-chien est certainement la plus harmonieuse, où il y a une compréhension immédiate de l'un et de l'autre, il n'y a plus l'environnement qui parasite cette relation, et c'est certainement un des plus beaux moments de sa vie avec son chien.